c'est un énorme craquage, je suis d'accord. Depuis ces 4 derniers mois, j'ai lu très peu de livres, mais ça m'a pas empêché d'en acheter énormément, comme vous avez pu le voir. Il y a énormément de dons et de cadeaux dans ces livres-là, mais ma palle est clairement en PLS, hein, soyons honnêtes. Surtout si vous n'êtes pas abonné, je vous invite véritablement à le faire, à regarder le désastre de ma palle qui s'ensuit. Commençons par les livres poche que j'ai acquis. Dans un premier lieu, j'ai acheté du coup la suite de Blackwater, donc le tome 3, 4, 5 et 6 qui a été vendu par une amie, très peu cher parce qu'ils sont abîmés, mais que moi je me fous complètement des livres abîmés. Dans cette saga, on va suivre la famille Casquet, donc la famille Casquet qui est une famille assez riche en Amérique, mais une Amérique assez lointaine où il y a énormément de vieux mœurs qui sont encore présents, tels que l'esclavage et le racisme. Lors d'une crue où tout le village est parti se mettre en sécurité, il y a une femme qui est restée dans un hôtel et qui est trouvée par l'un des fils Casquet, justement. Il décide de l'accueillir chez lui et en fait la rivalité entre cette femme et la mère de famille Casquet était quand même assez présente et vous allez voir à quel point les deux femmes ont une tête quand même assez forte et décident de se tirer un petit peu dans les pattes. On m'a offert Jusqu'en Enfer le tome 2 donc de Lee Bardugo qui est un livre que j'ai adoré. Le tome 1 étant La 9e maison, vraiment j'ai adoré découvrir la plume de Lee Bardugo dans ce registre là. Hyper sympa, clairement. J'attendais la sortie poche pour lire la suite des aventures d'Alex, qui est dans un pétrin assez phénoménal. À la suite d'un accident assez tragique, elle est repérée par Yale pour intégrer la faculté, mais pas n'importe quelle section de la faculté, celle où il y a plutôt des maisons assez secrètes. On lui demande d'intégrer la 9e maison, donc la 9e maison est celle qui contrôle les 8 autres maisons, afin de s'assurer que l'utilisation de la magie ne dépasse pas les bornes. Un meurtre a lieu sur le campus et elle va devoir mener l'enquête pour savoir qui est responsable parce qu'il y a des traces évidentes d'utilisation de la magie qui tournent autour de ce meurtre-là. Mais il y a également une disparition assez inquiétante au sein de la 9e maison et vous allez suivre plusieurs temporalités différentes pour réussir à recoller les pièces du puzzle. Ce livre n'a absolument pas de trigger warning et pourtant attention, il y a quand même des passages assez rudes. Je le conseille pas à tout le monde, il faut d'abord aimer mener les enquêtes assez sombres. Si vous aimez les policiers et les thrillers, il devrait pas y avoir de problème. Mais si vous êtes plutôt du genre fantasy assez douce, je suis pas sûre que ça vous convienne quoi. Ensuite, ce livre-là, j'en ai entendu parler que en bien et tout le monde me disait lis-le, lis-le, lis-le. Surtout le meilleur ami de mon mari et donc j'ai décidé de me lancer. Je l'ai trouvé à Gilbert Joseph, je vais vous lire un petit peu le synopsis. Dans un monde post-apocalyptique, quelques milliers de survivants occupent un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo où l'air est toxique. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran géant. Mais certains commencent à douter de ce qu'il se passe réellement dehors. On est un petit peu sur une vibe The Android, la série du moins, en tout cas j'ai pas du tout lu les livres, mais ça m'intéresse très fortement. Je sais qu'on va être vraiment sur un livre où il y a énormément de complots et j'adore ça. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 dès leur sortie de The Bounty. J'ai carrément adoré le tome 1 où on va suivre l'histoire de Paige qui, suite à 2 accusations de meurtre, est envoyée dans une prison à Oxford et dans cette prison-là, elle va être prise sous l'aile du gouverneur. Cette prison est assez particulière parce que seuls ceux qui détiennent des pouvoirs sont envoyés là-bas et elle, c'est une marcheuse de rêve. Et c'est une catégorie de pouvoir assez puissante et extrêmement rare et donc elle va apprendre à développer ses capacités là-dedans. J'ai adoré du coup le tome 1 que j'avais lu en poche et donc je me suis acquis les nouvelles éditions qui sont absolument magnifiques et j'ai pas envie de louper le reste donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 dès leur sortie. Il faut que je les lise et que je découvre la suite. Chez Gilbert Joseph, j'ai acheté également le tome 3 de l'édition illustrée du Trône de Fer, même si je suis un peu déçue parce que les illustrations sont pas du tout au même niveau que le tome 1. Le tome 1, on est vraiment sur un truc absolument incroyable et exceptionnel. Toutes les illustrations sont absolument magnifiques. Sur le tome 2, déjà, tous les chapitres n'ont pas d'illustration et surtout, je trouve que le style graphique est quand même bien différent, mais j'aime tellement cet auteur, j'aime tellement
Tout ce qui fait que forcément je les achète parce que je suis une pigeonne. Et apparemment le tome 6 en intégrale commence à bien avancer. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'informations justement sur l'écriture. Vraiment, apprendre cette nouvelle m'a redonné la joie. Je suis persuadée qu'on aura un jour ce tome 6. Encore un cadeau de Mélanie. On est sur les chroniques de Castellane. Donc le tome 1, le Parlan de Cassandra Clark. Dans la cité de Castellane où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kael est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un pouvoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kael et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? J'en ai entendu, alors aussi bien du bon positif que du très négatif, donc je voulais absolument me faire mon propre avis. Mélanie le vendait sur son Vinted et du coup je me suis dit vas-y je vais lui prendre et elle a décidé de me l'offrir. En tout cas, les illustrations à l'intérieur sont vraiment très belles. De toute façon, de Saxus font toujours de très jolis livres, hein, clairement. Waouh! J'ai trop hâte de découvrir et de savoir si je vais aimer ou pas. Pareil, en même temps que les chroniques de Castellane, elle m'a donné du coup Savage Land, tome 1. Là, je sais qu'on est sur une lecture hyper légère, de toute façon, en général, sur Corrigan. On est plutôt sur des romantaisies assez classiques qui se lisent très bien. Entraînée aux arts de la guerre, à 19 ans, Brexley a un destin tout tracé. Élevée dans le palais du général Marcos qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des Fae. Mais une nuit, le destin de Brexley bascule. Elle est capturée par les Fae et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur, d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. La seule manière pour Brexley de survivre est de nouer des alliances contre nature avec des Fae. À commencer par Warwick Farkas, le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. Dans la toile mortelle des jeux de pouvoir, la jeune femme brisa alors la seule règle qui peut la sauver, ne jamais baisser sa garde face à l'ennemi. Je sais qu'on est sur quelque chose quand même de très smutty smut, où il va y avoir énormément de langage grossier, mais j'ai hâte de découvrir ça à chaque fois que j'ai envie d'une lecture légère ou une lecture de transition. Je sais que Corrigan ne me déçoivent jamais. J'ai reçu ma première campagne Ulule de R. Onsdor. J'ai déjà lu L'ours et la renarde et Par le fer et le feu de cette autrice et j'avais adoré. Et quand elle a sorti sa campagne Ulule pour la sortie du tome 3, je me suis dit que j'allais prendre du coup les 4 tomes d'un coup et j'ai très hâte de les découvrir. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'on est sur une enquête avec énormément de monstres, créatures un petit peu fantastiques et qu'on va suivre l'histoire de 2 sœurs et de 3 garçons qui se mettent quand même souvent dans le pétrin, donc Camélia et Blanche. J'ai très envie de le lire et je sais que ces livres, à elles, sont toujours très bien faits. Il y a toujours des illustrations de couleurs à l'intérieur et même je trouve que la réalisation est incroyable. Hop. Vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3. J'ai très hâte de les découvrir. On reste sur les jolis dons de Mélanie, donc Le Trône du Prisonnier qui est le tome 2 de la duologie de l'univers du Peuple de l'air. Donc en fait vous avez une première trilogie avec Jude et Cardan et vous avez une deuxième trilogie avec Shen et Vren. Et vraiment celui-ci il est hyper sympa, j'ai adoré le premier tome où on a découvert le personnage de Shen vraiment différent de ce qu'on trouvait dans la première trilogie. Et là donc du coup c'est la suite. J'ai pas trop envie de vous spoiler mais si vous connaissez un petit peu l'univers du Peuple de l'air de Holly Black, je suis sûre qu'il va vous plaire. On m'a envoyé annoter donc Une braise sous la cendre. Ce livre a été du coup annoté par une amie à la main et je lui avais envoyé moi un livre Spark of the Everflame que j'ai reçu du coup pour mon anniversaire dédicacé. Mais là, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Je trouve que le jaspage est vraiment très joli. J'ai très hâte de découvrir les annotations de Rieslen. Car dans un monde brutal rappelant la Rome antique, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Laïa le sait bien car sa famille a déjà payé un lourd tribut. Mais le jour où son frère est arrêté pour trahison,
elle n'a pas le choix. Elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire. C'est là qu'elle rencontre Elias, le meilleur soldat de l'académie, et qui, pourtant, ne rêve que d'une chose, se libérer de la tyrannie dans laquelle il est enrôlé de force. Laia et lui vont bientôt réaliser que leurs destins s'entrecroisent et que leur choix pourrait bien influencer sur l'avenir de l'Empire lui-même. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que Elias, c'est le fils d'une générale assez importante. Mais bref, j'ai très envie de le découvrir. On est sur un mix entre une dystopie et une fantaisie, il me semble. J'ai très hâte de le découvrir, surtout que le 3e tome va bientôt sortir. Un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire un petit peu à l'avance, La Cité de Jade de Fondali. Donc là, je sais plus trop qu'est-ce qu'on va suivre parce que j'en ai entendu parler à une période et je sais que vraiment énormément de personnes l'ont adoré. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Jalon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekun se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet aux guerriers qui la portent d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef de clan Sansime se retire de pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir les quartiers et s'accaparer le marché de jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couvre entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de jade et de l'île elle-même. Dans la vibe, ça me fait énormément penser à Chloé Gong, Ses plaisirs violents, en tout cas tout ce qui est gang, etc. Et j'ai très envie de découvrir ce livre-là. Je pense que je vais en faire une lecture commune. J'ai reçu en service de presse et j'ai déjà lu La lignée des maudits de Bleu N. Guilou, où on va suivre Ava, qui est la seule médium dans une famille d'arnaqueurs qui se fait eux-mêmes passer pour des médiums. Un jour, le prince va mourir et la famille d'Ava va être missionnée pour découvrir qui est l'assassin. Sauf que si jamais ils trouvent pas qui est l'assassin, en fait, ils vont devoir aller eux-mêmes à la potence. Ava n'a donc pas le choix que d'utiliser véritablement et sûrement pour l'une des premières fois ses pouvoirs afin de découvrir qui a tué le prince héritier. Mais dans cette quête de vérité, elle va trouver des secrets assez mystérieux, que ce soit du côté de la monarchie, mais également du côté de sa propre famille. J'ai fait cette lecture en lecture commune avec une amie sur le Discord et j'ai quand même pas mal apprécié, même si j'ai trouvé que la résolution finale était beaucoup trop simple. C'était notre première hypothèse et en fait je l'avais trouvée tellement simple que j'avais dit que c'était pas possible. Cela dit, l'ambiance vraiment nous intrigue et nous happe du début à la fin et c'est ce qui a fait que j'ai quand même bien apprécié cette lecture. Également un service de presse, mais celui-ci que je n'ai malheureusement pas terminé, The Sword of Keigen de M.L. Wang dans la maison d'édition Calix. Déjà, pourquoi je ne l'ai pas terminé? Parce que je m'attendais véritablement à quelque chose d'autre. Je m'attendais à une fantaisie adulte avec énormément de complots politiques, des combats mais pas tant que ça, alors que clairement on est plutôt sur un récit de guerre. On va suivre l'histoire de Misaki et de sa famille dont l'île en fait vont être envahies par leurs ennemis et on va découvrir au début qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées par l'Empire. Mais pour moi, ce qui manque, c'est que c'est pas assez creusé. On ne sait pas pourquoi ces choses sont cachées. On ne sait pas pourquoi leurs ennemis, les renganés, les attaquent. On ne sait pas grand-chose. Je me suis arrêtée à peu près à 2/3 du livre. Ouais, voilà, ici. Et j'ai aucune réponse qui est apportée. Juste, je suis deux protagonistes qui essayent de s'échapper à l'invasion. Et puis c'est tout. Bref, du coup, ça m'a un petit peu déçue. C'est pour ça que j'ai préféré mettre stop au livre et ne pas le finir parce que j'avais peur en fait d'être tellement déçue que ça gâche le début du livre que j'ai lu et que j'ai fortement apprécié. Mais en fait, j'ai bien apprécié, on va dire, les 20% du livre. Et après, quand on part vraiment sur l'invasion, bah, c'était long, quoi. Il y a une scène, la première scène de l'invasion, où on voit les deux protagonistes essayer de s'en sortir. Elle dure 100 pages. C'est hyper long, enfin moi c'est pas les combats que je préfère dans les livres. Ensuite j'ai reçu du coup en cadeau par Sonia, donc qui travaille dans la maison d'édition DJ Jeunesse, Atalante, le tome 2, donc la suite et fin de la duologie de Cassandre Lambert. Atalante en fait est une jeune femme donc qui a été bénie des dieux. Elle a été récupérée par en premier temps une ours, puis un duo de chasseurs. Une fois que en fait on découvre qu'elle a quand même des capacités assez extraordinaires, elle est prise sous l'aile d'un centaure qui va un petit peu
lui apprendre à se servir de ses pouvoirs. Sauf que son véritable père se rapproche d'elle et fait tout pour lui trouver un mari. Et voilà, vous allez suivre un petit peu comment Atalante essaye de s'en sortir. J'avais adoré le premier tome, j'ai trouvé que la lecture était incroyablement fluide, mais ça m'étonne pas pour Cassandre Lambert. Et j'avais pas demandé le deuxième tome en service de presse parce que je lisais beaucoup moins, donc du coup j'ai ralenti très fortement les services de presse. J'ai quand même eu ce livre 2 en cadeau et j'ai très hâte de finir la duologie et de mettre un point final à l'histoire d'Atalante. Enfin, plutôt sa réécriture. Ensuite, encore un tome 2, donc celui-ci c'est Nevernight de J. Christophe. J'avais adoré le tome 1 où on va suivre l'histoire de Mia qui rentre dans une église assez sombre pour devenir le plus haut gradé de type des assassins. Mia, elle vit dans un monde où il n'y a jamais de nuit, c'est-à-dire qu'il y a toujours 3 soleils qui se succèdent. Il y a quand même une nuit exceptionnelle qui arrive de temps en temps, et dans cette nuit, c'est un petit peu la purge, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Dans l'église où Mia suit sa formation pour devenir maître assassin, il va se passer un meurtre en particulier et elle va mener une enquête un petit peu pour savoir qui est responsable de ce meurtre-là. J'ai adoré retrouver la plume de J. Christophe, j'aime vraiment beaucoup cet auteur, il a une plume incisive tout en restant quand même drôle, c'est absolument pas léger comme lecture, on est vraiment sur quelque chose de dark et c'est sûr que ça fait partie de mes auteurs où je vais acheter sans même savoir de quoi parlent leurs livres. J'avais le tome 1 et le tome 2 en brochet alors que je les ai pas du tout lus. Une amie m'a donné donc le tome 3 puisqu'elle voulait le revendre étant donné qu'elle les a acquis en relié parce qu'elle adore la saga. Et on est sur bien évidemment Crescent City, le tome 3 où je sais qu'on va suivre une certaine Brice qui doit élucider un meurtre dans un univers urbain, donc c'est clairement une urban fantasy. J'en sais pas plus. Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Non, j'ai envie de savoir que vaut en fait la fantaisie adulte de Sarah J. Maas. J'ai lu tous les ACOTAR qui sont sortis. Il me reste que le dernier tome de Kéléana et après j'attaque celui-ci. Encore un service de presse, donc là cette fois-ci j'ai lu La Louve et la chamane de Evelina Simon qu'elle m'a gentiment envoyé. Où cette fois-ci on va suivre l'histoire de Nokomis qui s'est un petit peu éloigné de son peuple suite à un incident tragique. Il s'avère que Nokomis est un loup-garou, donc une louve-garou qui se transforme mais qui ne maîtrise absolument pas son côté louve. Elle est chamane, donc elle essaye de créer des potions justement pour faire reculer au maximum sa louve, mais ça marche pas à chaque fois et elle a énormément de mal à accepter qui elle est. Un jour, il y a quelqu'un de sa famille qui vient la voir et qui lui explique que c'est normal, elle n'a pas suivi la formation que tous les jeunes suivent pour pouvoir maîtriser sa louve et il lui propose de le suivre pour justement réussir à s'accepter et à se maîtriser. Mais ça se passe pas comme ça. Vraiment, la louve de Nokomis est beaucoup trop violente et brutale pour elle. Elle essaye de s'échapper et elle va rencontrer du coup Pedro. Pedro qui est aussi un loup-garou mais plutôt solitaire et qui va l'accompagner dans tout ce processus d'acceptation de soi. Ce livre est très sympa à lire, c'est une bonne petite fantaisie, romantaisie si vous voulez surtout entrer dans l'univers des louves de Evelina Simon. C'est une porte d'entrée absolument parfaite. Et ensuite, encore Lydie qui m'a offert du coup la Cité de Jade, m'a offert Âme Sang de Marion Aubry que je ne connais pas du tout et j'ai lu juste l'Ascension des Dragons de cette autrice mais ce livre-là, je ne sais pas de quoi il parle, découvrons-le ensemble. À l'insu des humains, sous terre vit un peuple aussi étrange que dangereux. Magnifique créature à la peau pâle, aux traits gracieux et aux ailes élégantes, elle aurait tout des fées si leur régime alimentaire n'était pas uniquement composé de sang frais. Au cœur du royaume souterrain, qui à elle lutte tous les jours contre sa nature aussi violente que morbide. Héritière du trône, chacun de ses faits et gestes sont tes pieds. Rien ne doit jamais transparaître. Aucune émotion humaine n'a sa place dans ce monde. À la lumière du jour, Yael rêve désespérément d'évasion, de quelque chose, n'importe quoi qui lui permettrait d'échapper à l'enfer de son quotidien. Car tout proche, l'ombre des ailes des fées menace de renverser l'ordre établi. C'est un livre assez rapide, hein, il fait 250 pages, je pense que je vais le lire assez rapidement. Ça sera une petite lecture de transition, je pense, parfaite. Il a l'air assez sombre, assez sanglant. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. Je sais que c'était assez long, je suis désolée. Je vais essayer, comme je vous l'ai dit sur mes précédentes vidéos, de reprendre un rythme un petit peu plus normal. Si j'y arrive pas, bah écoutez, c'est pas grave. On va faire au fil de l'eau, au fur et à mesure de mes capacités physiques et surtout mentales. On verra bien. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos.